Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science où aujourd'hui nous allons répondre à la question comment devenir paléontologue. Alors devenir paléontologue, eh bien ce n'est pas si compliqué dans la mesure où vous savez ce que vous voulez. Et pour cela il faut savoir de quoi on parle quand on parle de devenir paléontologue. Alors devenir paléontologue, ça veut dire devenir chercheur en paléontologie, c'est-à-dire devenir chercheur dans la science qui étudie les fossiles. Être chercheur dans la science qui étudie les fossiles, ça ne veut pas forcément dire chercher des fossiles. Le travail du paléontologue, c'est essentiellement donc ce qu'on appelle de la recherche, c'est-à-dire de la rédaction d'articles pour des revues scientifiques. Donc c'est un travail qui s'apparente essentiellement au journalisme, bien plus qu'à la recherche de fossiles elle-même. La recherche de fossiles, donc le travail qu'on appelle de terrain, ce n'est qu'une toute petite partie du travail du paléontologue, à peine 10%. Généralement, par an, les paléontologues n'ont que 2 semaines à 3 mois maximum de terrain, rarement beaucoup plus. C'est un peu comme les astronautes ne passent pas leur vie dans l'espace. Et les paléontologues se posent des questions et tentent d'y répondre avec le matériel fossile qu'ils ont sous la main. Et si ces questions impliquent d'aller chercher du nouveau matériel fossile, alors là seulement ils vont aller le chercher. Mais après tout le reste du travail se fait en laboratoire et au bureau. Et si arrivé à ce moment de la vidéo, vous êtes déjà en train de vous demander si je suis pas en train de vous raconter des bêtises, je ne peux que vous inviter à aller visiter un laboratoire de paléontologie. Alors je sais que ça peut sembler facile à dire comme ça, mais les laboratoires de paléontologie sont généralement situés dans des universités et les portes des universités sont grandes ouvertes. N'importe qui peut y rentrer, y compris des non-étudiants, y compris des non-chercheurs, et aller poser des questions aux paléontologues qui s'y trouvent. Alors ici, je vais essayer de compresser les informations au maximum pour vous donner tous les outils pour choisir la bonne filière qui vous conduira à un diplôme de paléontologie, parce que être paléontologue, c'est avant tout avoir le diplôme qui certifie les compétences nécessaires pour faire ce travail de recherche. Mais si vous n'êtes pas exactement sûr de ce que faire de la recherche signifie, je vous invite donc à aller voir les paléontologues, à aller leur poser des questions, et pourquoi pas à leur demander un stage. Pas un stage de fouille, justement, puisque la fouille ne représente qu'une petite partie du travail du paléontologue, c'est même la récréation pour ainsi dire la fouille. Non, de demander un stage de travail en laboratoire pour partager le quotidien des paléontologues, le véritable quotidien, celui du travail de labo et celui de la rédaction d'articles. Ce petit point était nécessaire puisque devenir paléontologue, vous allez le voir, ça demande de longues études. Alors il ne faut pas perdre la moitié de sa vie à faire des études si vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est ça que vous voulez faire. Le travail du paléontologue, c'est quelque chose qu'on idéalise beaucoup quand on est jeune. Ça fait partie de ces boulots qui, comme on dit, sont des rêves de gosse et par conséquent, il faudrait voir à éviter toute désillusion une fois que vous commencerez vos études. Ce serait dommage de passer des années à étudier quelque chose qui en fait n'était pas ce que vous imaginez. Parce que être paléontologue, c'est quand même beaucoup moins glamour en vrai que dans les documentaires et les diverses images dont nous abreuvent les médias. Cette vidéo va s'organiser en 3 parties. D'abord, je vais vous expliquer quelle est la voie la plus directe pour devenir paléontologue et les débouchés qu'elle permet d'atteindre. Ensuite, je vous expliquerai, au cas où la voie directe ne vous suffit pas ou ne vous convient pas, quels sont les chemins de traverse, c'est-à-dire comment peut-on récupérer la voie directe en ayant commencé en faisant des études différentes. Et enfin, nous parlerons des reconversions possibles, au cas où, finalement, la recherche en paléontologie, ce n'était pas votre truc. Commençons par la voie directe. Déjà, quelles études faut-il faire pour être paléontologue? Eh bien, il faut d'abord comprendre que l'archéologie et la paléontologie sont deux choses extrêmement différentes. L'archéologie, c'est une science historique. En devenant archéologue, vous devenez historien. Donc, il vous faut faire des études littéraires. Si ce sont les pyramides, les bouts de poterie, la Grèce antique ou bien les silex taillés qui vous intéressent, ce n'est pas paléontologue que vous voulez devenir. Ce que vous aimez, c'est l'archéologie et c'est une filière littéraire qu'il faut suivre. Si par contre ce que vous aimez, c'est les dinosaures, les mammouths, chercher des fossiles et que pour vous les mots trilobite et ammonite ne sont pas des insultes, alors ce que vous voulez, c'est devenir paléontologue. La paléontologie, ce n'est pas une science historique, c'est une science naturelle. Il faut donc coller au maximum à une filière scientifique qui vous mènera dans un premier lieu à un bac S. Au collège et au lycée, ce qu'il vous faut suivre de près, ce sont les cours de sciences. Attention, évitez les sciences de l'ingénieur puisque ce ne sont pas des sciences naturelles. Une autre question qu'on me pose assez souvent à ce niveau-là, c'est faut-il avoir de bonnes notes? Bien sûr que je vous répondrai pas non. Évidemment qu'il faut avoir des bonnes notes pour 2 raisons tout à fait simples. La première, c'est que quand vous annoncez à vos parents, aux conseillers d'orientation ou aux profs que vous voulez devenir paléontologue, il vaut mieux que vous ayez des bonnes notes derrière vous pour que les gens vous prennent au sérieux. Les bonnes notes vous ouvriront des portes. Et la deuxième raison, c'est que
que si vous n'aimez pas l'école, la façon la plus simple d'en sortir, c'est encore de ne pas redoubler. Donc au collège et au lycée, quoi qu'il arrive, dirigez-vous vers les sciences, dirigez-vous vers le bac scientifique. À l'issue du baccalauréat, vous entrez à l'université. Il y a des universités à peu près dans toutes les grandes villes et elles sont toutes ouvertes à toutes les personnes qui ont réussi à avoir un baccalauréat quel qu'il soit. Donc même si vous avez eu un bac littéraire, un bac sciences économiques et sociales ou un bac S, tous ces bacs sont valides pour rentrer dans n'importe quelle université. Donc à l'université, vous vous dirigez vers une licence de biologie ou de géologie ou de sciences de la vie, de la Terre et de l'univers en général. Toutes les facs de France ou presque ont ce type de licence. Privilégiez les cours de géologie, de classification zoologique et botanique, privilégiez tout ce qui est sciences naturelles, privilégiez les cours aussi où vous êtes à l'aise, ça vous aidera à vous motiver parce que quand vous êtes au lycée, il y a toujours quelqu'un derrière vous pour vous pousser, mais à partir de l'université, plus rien n'est obligatoire, plus personne va vous fliquer, plus personne sera derrière vous pour voir si vous bossez. Donc c'est surtout là que se fait la sélection. Et vous verrez, quand vous serez à l'université, ou si vous y êtes déjà, en début d'année, les amphis sont pleins, en fin d'année, les amphis sont complètement vides. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent en cours d'année, parce que c'est très dur de travailler en autonomie. Donc à la fin de la licence, vous arrivez à Bac+3. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Vous allez entrer en master. Pourquoi je dis que les choses sérieuses commencent? Parce que c'est là que la spécialisation débute. Vous allez vous spécialiser en paléontologie et plus particulièrement, vous allez pouvoir vous spécialiser en paléontologie des vertébrés et biologie évolutive. Donc si votre truc c'est la dinosaurologie, si votre truc c'est d'étudier les mammifères, si votre truc c'est les hominidés, donc si votre truc c'est ce qui a 4 pattes et qui se promène sur Terre ou bien les poissons, ce que vous voulez faire c'est de la paléontologie des vertébrés et donc il vous faudra vous diriger vers des masters qui se trouvent à Paris 6, associé avec le Muséum, à Poitiers, associé avec l'Université de Montpellier ou bien à l'École normale supérieure de Lyon. Si toutefois ce sont les invertébrés qui vous intéressent, avec une dimension beaucoup plus sédimentologique et géologique en général, il vous faudra plutôt vous diriger vers des masters qui se trouvent à Lille, Dijon et je crois aussi à Rennes et à Paris. Si ce qui vous intéresse c'est surtout la paléoanthropologie et d'être un peu à la frontière entre archéologie et paléontologie, eh bien dans ce cas, vous serez certainement plus intéressé par des masters qui se trouvent à Bordeaux et je crois qu'il y en a aussi à Toulouse et à Paris. Alors attention, contrairement à la licence, en master, la sélection est très importante. Sachez que pendant le master, il y a un stage, donc vous allez pratiquer de la recherche active, encadrée, et que ce stage, si sa durée est supérieure à 4 mois, sera rémunéré. Si vous vous posiez jusque-là la question de la galère financière, sachez qu'à partir du master, vous aurez une chance, si votre stage dure plus de 4 mois, d'être rémunéré. Et à la sortie de votre master, donc, vous serez officiellement intronisé du titre de diplômé de paléontologie. À partir de là, vous aurez le niveau Bac+5. Mais si ce que vous souhaitez atteindre, c'est le niveau du doctorat, c'est-à-dire le Bac+8, alors là, il vous faudra trouver un financement. Parce qu'une thèse, c'est un véritable travail de chercheur, toujours encadré, mais qui dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, eh bien, il va falloir vous-même que vous trouviez de l'argent pour payer votre salaire. Vous créez le projet scientifique qui vous permettra de décrocher des bourses pour payer votre propre salaire. Parfois, vous trouverez un financement à l'école doctorale de votre université. Parfois, il va falloir que vous alliez chercher le financement à l'étranger. Ou bien, si vous avez réussi à nouer des contacts avec certains chercheurs déjà en place, vous pourrez leur demander de vous créer cette opportunité. C'est aussi une possibilité. Les chercheurs peuvent vous aider à ce niveau-là à décrocher vos financements pour pouvoir passer une thèse ou bien même pour pouvoir continuer après la thèse en post-doctorat. À partir du doctorat, votre travail est rémunéré, donc fini la galère financière. Le but étant de produire votre premier travail scientifique. D'une part, un article scientifique qui sera publié dans une revue officielle, un comité de lecture. Donc cet article scientifique, ce sera l'aboutissement finalement d'un grand travail de recherche que vous appellerez votre thèse et qu'il faudra aussi écrire et placer dans un volume. Et là, vous commencez à comprendre ce que je voulais dire par ça ressemble beaucoup plus à du journalisme qu'à autre chose. Donc les thèses durent en général 3 ans, ça peut être plus, ce qui fait qu'en sortant de votre thèse, en sortant de votre doctorat, eh bien vous aurez Bac+8. Donc une fois que vous avez votre thèse en poche, que vous l'avez soutenue devant un public et un jury, vous entrez dans une période qui s'appelle le post-doctorat.
La période du post-doctorat, c'est en gros une période un peu tampon, un peu compliquée, où il va falloir que vous génériez vos propres opportunités jusqu'au jour où vous allez candidater à un poste permanent, que ce soit au CNRS ou auprès des universités en tant qu'enseignant-chercheur. Alors quelle est la différence? Eh bien, si vous postulez auprès du CNRS, vous deviendrez chercheur à temps plein, vous deviendrez fonctionnaire, puisque le CNRS est un organisme public. Et si vous devenez enseignant-chercheur auprès d'une université, encore une fois c'est un poste public, donc vous deviendrez fonctionnaire, mais cette fois vous serez enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'il vous faudra partager votre temps entre les enseignements et la recherche. Généralement, il n'y a qu'un poste de chercheur par an en paléontologie au CNRS, et les ouvertures de postes d'enseignant-chercheur sont même encore plus rares que ça. Donc, quand les enfants me demandent comment on devient paléontologue et que j'en viens à la question des débouchés, les parents s'inquiètent souvent dans la foulée de la question des salaires. Étant donné toutes les épreuves à travers lesquelles il faut passer, à travers ces 8 ans de recherche, à travers la galère du post-doctorat, à travers la galère de la recherche de la thèse aussi, même avant ça, eh bien ce qui va vous motiver tout le long de cette grande épopée, ce sera pas le salaire, ce sera votre passion dévorante pour la paléontologie. Comme dans tous les métiers de la recherche, vous faites ce que vous faites par passion, vous ne le faites pas pour l'argent. Abordons maintenant les chemins de traverse. Si vous n'avez pas bien écouté au début de la vidéo quand j'ai expliqué la subtilité entre archéologie et paléontologie, si vous êtes parti en archéologie, tout n'est pas perdu. Car à toutes les étapes de votre cursus, vous pourrez reprendre le chemin qui mène le plus directement à la paléontologie. Donc si vous avez fait un bac L, vous pouvez reprendre la licence de sciences. Si vous avez déjà commencé une licence archéologique, vous pouvez rebasculer sur une licence de sciences. Si vous avez déjà terminé votre licence d'archéologie, vous pouvez basculer sur un master de paléontologie. Tous ce type de basculements sont tout à fait possibles. Et il est même possible de basculer à partir d'autres cursus. J'avais par exemple dans ma promo une personne qui venait de prépa vétérinaire et qui avait basculé sur un master de paléontologie. Vous avez des gens qui ont suivi un cursus complètement différent de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui travaillent quand même sur de la paléontologie. Par exemple, Laurent Bruxelles de l'INRAP qui a fait des études de géographie et qui travaille et publie activement à propos du petit australopithèque Littlefoot. Si vous êtes très motivé, il n'y a pas d'obstacle particulier pour vous empêcher de faire de la paléontologie. Et même, et là j'en viens aux reconversions possibles, si jamais vous n'avez pas obtenu vos diplômes ou si vous avez obtenu le master mais que vous avez réalisé que la recherche c'était pas votre truc, eh bien il y a encore d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Donc si vous avez eu votre master, vous pouvez devenir technicien dans un laboratoire de paléontologie. Ça demande moins d'études que pour être chercheur, mais les places sont beaucoup plus chères. Pour 10 places de chercheur, il y a une place de technicien. Vous pouvez aussi passer le concours de conservateur et devenir gérant de collection dans un musée de paléontologie ou dans n'importe quel musée qui comporte des collections de paléontologie. Il y a aussi la communication scientifique, guide pour un musée de paléonto, devenir journaliste scientifique. Tout ça vous permet de travailler très près de la paléontologie, mais vous travaillerez dans l'entourage des chercheurs, dans la communication des découvertes que les chercheurs font. Ultime reconversion possible, si vous n'avez aucun diplôme, c'est simplement de travailler en tant qu'amateur aux côtés des paléontologues. En France, rien ni personne ne vous empêchera de chercher des fossiles et rien ni personne ne vous empêchera de collaborer avec des chercheurs en paléontologie pour décrire ces fossiles si jamais ils sont intéressants. Vous pourrez travailler en étroite collaboration avec les chercheurs et même avoir votre nom sur les publications scientifiques, voire participer vous-même à ces publications scientifiques et contribuer activement à la science en découvrant vous-même de nouveaux fossiles et en les amenant dans les laboratoires, en les montrant aux chercheurs. Pour cela, il suffit simplement de savoir s'entourer des personnes qui sont intéressées par ce genre de démarche. Tous les chercheurs ne sont pas spécialement ouverts à ce genre de collaboration, mais cela peut conduire quand même à des interactions très fertiles. Je pense à Jacques Siot, je pense à François Esculier, des amateurs reconnus en France. Et François Esculier, d'ailleurs, a même créé sa propre compagnie de recherche de fossiles. Voilà, il recherche des fossiles en France, il recherche des fossiles à l'étranger, et il les vend. Alors, il peut les vendre à des musées, il peut les vendre à des labos, il peut les vendre à des riches collectionneurs, et quand les fossiles sont intéressants, eh bien, il les partage avec les chercheurs. Et finalement, si vous souhaitez en tant qu'amateur collaborer étroitement avec les institutions, eh bien vous pouvez aussi rejoindre le milieu associatif. Donc toutes les associations proches des sciences naturelles, les associations liées au patrimoine, notamment le patrimoine géologique, et évidemment toutes les associations universitaires, toutes les associations liées au musée et qui recherchent des bénévoles. Le milieu associatif n'est pas à négliger dans cette catégorie, donc la catégorie de la paléontologie en amateur. Donc pour conclure cette vidéo, eh bien je dirais que pour devenir paléontologue, déjà il faut surtout avoir une bonne idée de ce dans quoi on s'engage. Il faut avoir une bonne idée de ce que c'est que la paléontologie, de ce que c'est que le travail de recherche. Il vaut mieux prendre des contacts avant ou pendant ses études
et bien comprendre ce dans quoi on vient de mettre le pied, histoire de ne pas devoir faire marche arrière plus tard et d'avoir perdu des années à faire des études relativement longues si ce n'est pas ce que vous imaginiez faire. Ensuite, il faut bien se rendre compte que c'est une filière essentiellement scientifique. Je vous ai montré des chemins de traverse, mais le travail paléontologique, le travail du chercheur, implique de la rigueur, des mathématiques et de savoir différencier une théorie d'une opinion. Si vous êtes allergique aux longues études, hélas, elles ne sont pas optionnelles. Enfin, dernière remarque, sachez qu'il n'y a aucune limite d'âge pour rentrer à l'université. L'université est ouverte à tous à partir du moment où vous avez un baccalauréat ou un équivalent et quel que soit votre âge. Et sachez enfin que de toute façon, si vous êtes 200% passionné par la paléontologie, rien ne pourra vous arrêter. Voilà, cette vidéo s'arrête ici, mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À très bientôt.